Cette vidéo vous montre la mobilité des organes pelviens féminins grâce à des images IRM animées. Elles mettent également en évidence l'importance des rôles du plancher pelvien et du périnée. Certaines séquences pouvant nécessiter des arrêts sur image en cliquant sur votre écran si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Les déplacements des organes pelviens, c'est-à-dire de la vessie, de l'utérus, du vagin et du rectum, sont observés lors de surpression, obtenues grâce à des expirations glotte fermée, encore appelées manœuvre de Valsalva. Plus les contractions musculaires sont fortes, plus la pression intra-abdominale est élevée, et plus les déplacements des organes pelviens peuvent être importants. En bas, deux flèches montrent l'écoulement d'une gelée blanche lors des surpressions. Cette gelée, visible à l'IRM, a été injectée dans le vagin et le rectum dans le cadre d'une recherche scientifique. Situons à présent les organes pelviens féminins. Cette animation IRM vous montre une coupe médiane qui traverse le corps d'avant en arrière. Les pointillés rouges symbolisent les muscles abdominaux ou la sangle abdominale. Ce rectangle en pointillés bleus symbolise la symphyse pubienne, qui est une articulation entre deux os du bassin. Elle est palpable ici, sous la peau. On voit la quatrième lombaire, la cinquième vertèbre lombaire, le sacrum qui s'articule en bas avec le coccyx. Ces deux vues nous permettent de situer le plancher pelvien et le périnée. Une vue antérieure et ici une vue d'une coupe médiane. Le plancher pelvien et le périnée ferment l'orifice inférieur du bassin. On voit ici les deux os iliaques ou os coxaux qui constituent le bassin, vu en transparence, et ici le sacrum et le coccyx. Le plancher pelvien et le périnée sont constitués de tissus musculaires et de tissus fibreux que l'on voit marqués en blanc. Le plancher pelvien était autrefois appelé le diaphragme pelvien et il forme un hamac. Il est constitué de deux muscles, le coccygien et l'élévateur de l'anus. Ces deux muscles sont représentés par deux traits jaunes. Sur cette vue, le périnée, lui, est situé donc sous le hamac pelvien et il est représenté par un trait rouge. Situons maintenant les organes pelviens féminins sur l'image IRM. La vessie est située au-dessus de la symphyse pubienne, juste en arrière de la sangle abdominale. Le vagin est situé entre la vessie et le rectum. L'utérus est situé au-dessus de la vessie. On notera que ces contours sont peu précis. En effet, chez cette personne, il est latéralisé, cette situation étant sans gravité. Quant au rectum, il est situé en arrière du vagin et en avant du sacrum et du coccyx. Cette image et cette coupe montrent que l'utérus prolonge en haut et vers l'avant le vagin. Et l'on remarque l'angle que constitue le vagin avec l'utérus. Angle ouvert vers l'avant, légèrement vers le haut. Ces flèches montrent que le périnée est traversé par l'urètre, le vagin et l'orifice anal. Cette précision est nécessaire pour comprendre certaines pathologies. Vous pouvez donc maintenant mieux vous représenter les déplacements des organes pelviens lors d'une surpression. Observons l'ensemble des organes lorsque la pression intra-abdominale augmente. Ces surpressions sont créées par une contraction du diaphragme, symbolisée par cette flèche bleu foncé. Cette pression se disperse sur l'ensemble de la cavité pelvienne et sur l'ensemble donc des organes pelviens
comme le montrent ces petites flèches. Simultanément, la sangle abdominale, le périnée et le plancher pelvien se distendent et réagissent en augmentant leur tonus. En résumé, ces surpressions compriment et déplacent les organes abdominaux ainsi que les organes pelviens situés en dessous des organes abdominaux. Voyons maintenant la vessie lors d'une surpression. Elle subit une pression verticale et se déforme, s'aplatit, et l'on observe que sa partie supérieure ondule en fonction des variations de pression, mais que finalement, elle est très peu mobile. L'utérus, lui, repose sur la vessie qui est fixée à la symphyse pubienne. Une surpression refoule l'utérus vers l'arrière et le bas, dans le sens indiqué par cette flèche supérieure. Et de ce fait, l'utérus va repousser vers le bas le vagin, qui reste plaqué contre le rectum et se déplace dans le sens indiqué par cette flèche inférieure. Ces images montrent que la mobilité du vagin est d'autant plus importante que la surpression est forte. Elles montrent également que la partie inférieure du vagin est plus mobile que sa partie supérieure, ici représentée. L'orifice du vagin peut en effet se déplacer jusqu'à 2 cm lors d'une forte surpression. On imagine donc la manière dont réagissent le plancher pelvien et le périnée que l'on vient de décrire. Leurs tissus fibreux se distendent grâce à leur élasticité, leurs tissus musculaires sont en contraction excentrique, c'est-à-dire qu'ils sont contractés tout en s'allongeant. Lorsque la contraction cesse, ces tissus musculaires et fibreux reprennent leur longueur initiale. Le rectum, lui, il est moins mobile que le vagin, sauf au niveau de sa partie inférieure, qui, comme celle du vagin, peut subir des déplacements de l'ordre de 2 cm. Les déplacements de l'orifice anal, ici, montrent les réactions des tissus musculaires et fibreux du plancher pelvien. Ces images montrent une vessie et un rectum plein. Mais le degré de réplétion, ou le degré de remplissage de ces organes varie toute la journée. La vessie pouvant être vide, tandis que le rectum peut être plein, ou inversement. Par conséquent, les rapports et la mobilité des organes pelviens varient tout au long de la journée et de la nuit. On observera enfin la mobilité de l'articulation sacro-coccygienne. Ce sont des mouvements d'avant et en arrière, donc des mouvements de flexion-extension. Ce détail est important, car ces mouvements, qui sont bien visibles, mettent en évidence le rôle important de l'élévateur de l'anus, qui s'insère sur le coccyx, dans l'amorti des surpressions. Enfin, on n'oubliera pas que ces pressions sont permanentes dès lors que le sujet se met debout et qu'elles augmentent dès lors que le sujet se met en activité. Voyons maintenant les facteurs de la mobilité des organes pelviens et une représentation quantifiée de cette mobilité. Tout d'abord, observons ces flèches vertes qui montrent les déplacements des organes lors d'une surpression et lorsque cesse cette surpression. On peut imaginer la présence d'un réseau fibreux constitué de ligaments, fascia, aponévrose et tendons qui sont plus ou moins élastiques. Alors, ce réseau fibreux suspend et relie les organes. Les fibres plus ou moins élastiques se tendent lors d'une surpression et ramènent chaque organe exactement à sa place lorsqu'elle retrouve leur longueur initiale, c'est-à-dire lorsque cesse la surpression. Et ces images animées nous permettent d'imaginer ces organes qui glissent
les uns sur les autres ou qui glissent les uns contre les autres. En particulier au niveau du losange bleu, qui marque l'espace très réduit entre les vertèbres lombaires et la sangle abdominale. On peut donc imaginer que les organes abdominaux et pelviens sont enveloppés, séparés par des fascias enduits d'un liquide huileux qui favorise leur glissement. Alors on a vu que les organes pelviens sont mobiles, mais on a vu également que leurs différentes parties finalement n'avaient pas la même mobilité. Conclusion, au niveau de ces tissus fibreux, l'élasticité d'un ligament, d'un fascia, d'un tissu de soutien, varie donc suivant sa situation et ses insertions sur un organe. Et la séquence suivante précisera cette donnée. En effet, la mobilité normale des organes pelviens a été étudiée par l'équipe du professeur Cosson. Et cette animation montre en blanc les contours des organes au repos, c'est-à-dire en l'absence de toute surpression. Les organes ont des contours rouges là où leur mobilité est maximale. Ces contours sont bleu foncé là où la mobilité est minimale. Et ils sont verts, jaune ou orange là où la mobilité est moyenne. Et donc, on constate que la partie centrale de la cavité pelvienne est la plus mobile, en particulier en bas, au niveau des parties inférieures du vagin et du rectum. Sur cette animation, réalisée par le laboratoire de mécanique de Lille, de l'école centrale, des traits et des flèches quantifient les déformations de la vessie, du vagin et du rectum. Donc la couleur rouge ou orange montre la grande mobilité de ces organes au centre de la cavité pelvienne. Voyons maintenant le cas d'un prolapsus, qu'on appelait une descente d'organes, pour montrer les conséquences de lésions des tissus musculaires et fibreux qui maintiennent et soutiennent les organes. Pour bien comprendre les conditions d'une lésion des tissus de glissement et de soutien, rappelons le double rôle du réseau fibreux de la cavité pelvienne ainsi que celui des tissus musculaires du périnée et du plancher pelvien. Premier rôle. Ce réseau musculaire et fibreux résiste en permanence au poids des organes, et les surpressions commençant dès que le sujet se met debout et augmentant chaque fois qu'il se met en activité. Deuxième rôle, ce réseau fibromusculaire amortit les surpressions en se distendant. Il se distend grâce d'une part à l'élasticité des tissus fibreux qui le constituent, et d'autre part, grâce à l'élasticité des fibres musculaires qui s'allongent par une contraction excentrique. Et bien sûr, toutes ces fibres reviennent à leur longueur initiale dès lors que la surpression cesse. Cela dit, l'élasticité du tissu fibreux et du tissu musculaire, de même que celle des organes pelviens, est limitée. Tous ces tissus peuvent voir réduite leur élasticité, rester distendus au-delà d'une certaine tension, ou bien lorsque des tensions excessives se répètent. Et dans ce cas, ils ne peuvent plus assurer leur rôle normalement. De plus, le vieillissement et certaines pathologies altèrent les propriétés de ces tissus fibreux et musculaires. Donc ces tissus résisteront moins bien aux surpressions et seront plus facilement lésés et distendus. Alors comparons les images d'un sujet sain et celles d'un sujet atteint d'un prolapsus. Ces images, sur l'animation de gauche, tandis que nous avons ici les images correspondant à un sujet sain, ces images donc nous montrent un périnée et un plancher pelvien d'autant plus distendus que la pression est forte, marquant ainsi un tonus beaucoup moins important. Cette animation montre également des déplacements importants de la vessie, que l'on voit ici, une vessie
dont les attaches sont en partie rompues, des déplacements beaucoup plus importants du vagin, que l'on voit ici. On observe également une distension importante des abdominaux, eux aussi incapables de résister à une forte surpression. Cette image vous définit un sujet sain, un sujet auquel on se réfère lorsqu'on mène une étude scientifique sur une pathologie. Quelques précisions à propos de l'acquisition d'images par IRM. L'IRM étant une technique d'imagerie médicale qui permet une vue 2D ou 3D d'une partie du corps humain. Le sujet est installé dans la machine allongée pendant l'enregistrement des images et par conséquent, la gelée blanche s'écoule verticalement du vagin et de l'anus lors des surpressions. Les images ont donc subi une rotation de 90 degrés qui suggère un sujet debout et qui rend donc la compréhension plus facile. Cette image vous donne la référence de l'étude du professeur Cosson et le titre des vidéos que vous pouvez consulter sur notre chaîne Anatomie 3D Lyon 1. Quelques précisions à propos des crédits, c'est-à-dire de l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette vidéo. Enfin, cette image précise les conditions d'utilisation de cette vidéo. Nous espérons pour terminer que cette vidéo vous a été utile et nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne Anatomie 3D Lyon 1.